Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle conférence du GPE, donc qui traite principalement donc on l'a intitulé de la conception à l'exploitation énergétique, retour de maître d'ouvrage. Donc on va parler, comme vous l'aurez compris, d'exploitation, donc de la phase 6 de la SIA et de tout ce qui se passe après la fin de la construction du bâtiment. Je vais présenter rapidement la SIA et le GPE que je représente ce soir. SIA, association professionnelle, qui édicte, vous le saurez certainement, un certain nombre de normes. Et parmi cette association, il y a des groupes de travail dont je fais partie. Et aujourd'hui, la conférence est organisée par le groupe des professionnels de l'environnement de la section de Genève. C'est un groupe pluridisciplinaire qui regroupe des architectes, des ingénieurs civils et des professionnels de l'énergie au sens large. Et on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Lionel Rinquet qui fera la coordination de la conférence et deux maîtres d'ouvrage donc pour la coopérative Équilibre Benoît Molino et pour la SFIDP Hervé Boucher. Et je laisse la parole à Lionel. Merci Adrien. Donc vous voyez que je carbure au Ricola ce soir. Donc petite extinction de voix, donc vous m'en voudrez pas trop d'avoir la voix un peu rauque comme ça. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Je suis architecte et puis enseignant à EPIA. Et ça me fait très plaisir d'être là ce soir à la demande du GPE pour parler de cette thématique qui est une thématique dont on parle de plus en plus, qui est celle de ce qu'on appelle la phase 6, pour reprendre des termes SIA, et de l'optimisation, etc., qui arrive une fois qu'on a livré le bâtiment. Qui est aussi une thématique sur laquelle on travaille à EPIA au niveau de la recherche. Mais si vous êtes présent ce soir, c'est que vous êtes intéressé par le sujet. Je n'ai donc pas trop besoin de vous rappeler que le Conseil d'État du canton de Genève a décrété en 2019 l'urgence climatique, et qu'un plan directeur de l'énergie était publié fin 2020, basé sur les principes de la société à 2000 watts sans nucléaire. Donc pour atteindre ces objectifs, il est essentiel de diminuer les besoins de chaleur du parc bâti et de sortir du chauffage fossile. Le canton s'est à cette fin doté d'outils relativement efficaces, en tout cas en comparaison intercantonale, il faut quand même le souligner, pour pousser et encourager les maîtres d'ouvrage à choisir des voies énergétiquement favorables pour leur projet. Donc on peut parler de la révision du règlement sur la loi sur l'énergie, des labels HPE ou THPE, ou encore de niveaux de subvention encore jamais atteints qui sont appliqués depuis cette année. On peut aussi parler d'outils de suivi. Rappelez quand même que le canton de Genève est le seul à disposer d'un outil essentiel qui d'ailleurs a eu chaud l'an dernier, qui s'appelle l'IDC, l'indice de dépense de chaleur, qui permet de suivre sur la durée la consommation énergétique de chaque bâtiment. Donc voilà, on a des outils et aujourd'hui, on sait construire des bâtiments qui consomment peu, voire très peu, voire même qui sont à énergie positive. Mais tous ces efforts et tous ces investissements qui sont mis dans la construction peuvent ne pas donner tous les fruits espérés si les réglages des installations sont mal faits, si un suivi des consommations et une maintenance régulière sont négligés, et aussi si les habitants ne font pas un bon usage du bâtiment qui est mis à leur disposition pour y habiter. Donc, le GPE vous propose ce soir de découvrir comment deux maîtres d'ouvrage d'importance et visant une certaine exemplarité traitent les problématiques liées à l'exploitation de leur immeuble, en vue d'atteindre, voire d'améliorer la performance énergétique qui était prévue au moment d'une demande d'autorisation, de l'atteindre en tout cas, voire de l'améliorer en phase d'exploitation une fois que le chantier était bouclé. Et puis de voir aussi comment est-ce que cette transition entre une équipe de mandataires, un chantier et quelque chose dont tout le monde a assez l'habitude, peut se faire vis-à-vis d'une phase d'exploitation où là, souvent, on lâche un petit peu les choses dans la nature, les mandataires disparaissent et puis il reste un maître d'ouvrage avec ses installations qu'il doit gérer. Comme l'a dit Adrien, nous avons donc le plaisir d'accueillir monsieur Hervé Boucher, qui est responsable du service énergie et environnement au secrétariat des FIDP, donc Fondation immobilière de droit public, et puis monsieur Benoît Molino,
de la coopérative Équilibre, qui est membre fondateur de la coopérative, qui y habite et qui est aussi responsable de projet. Donc, on aura deux présentations de nos deux intervenants d'environ 15-20 minutes. Et puis surtout, l'essentiel, enfin l'essentiel non, vos présentations sont essentielles, mais après les présentations, on aura largement le temps de débattre et de discuter, de poser des questions. Donc j'invite, je crois que c'est Benoît Molineux qui va commencer pour la coopérative Équilibre. Et puis on peut garder les questions pour la fin des deux présentations, une fois qu'on se retrouvera tous sur scène pour la discussion. Voilà. À vous le pupitre. Bonsoir. Je ne sais pas si le micro... Oui, ça y est. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là. C'est un honneur aussi. Je crois que c'est une des premières fois qu'on me dit que je suis un maître d'ouvrage d'importance. Donc, vous allez voir que ça a commencé tout petit. Voilà, on est parti avec des amis. C'était un projet finalement de créer un habitat, d'imaginer un habitat pour nos enfants, pour nos familles et pourquoi pas exemplaire si c'était possible. Donc ça, c'est un peu l'historique que je vais vous présenter. Donc, comme vous l'avez dit, je ne vais pas essayer de ne pas dépasser 15 minutes. Et je vais rapidement donc, dire qu'est-ce qu'une coopérative, parce que ce n'est peut-être pas un maître d'ouvrage typique. On est 4 ou 5% du logement à Genève. On espère augmenter ce taux. Mais en gros, une coopérative, c'est juste une entreprise démocratique. Tous les membres sont propriétaires de l'entreprise, propriétaires à travers les parts sociales qu'ils injectent, qu'ils dépensent, qu'ils achètent, mais qui restent à eux. Donc on reste propriétaire de ces parts sociales, même si elles sont gérées par la coopérative. Donc on est propriétaire de la coopérative. Et puis, l'entreprise peut gérer un immeuble ou plusieurs immeubles. On a commencé avec un immeuble, c'est celui que je vais vous présenter. Et l'idée, en fait, c'est aussi que chaque immeuble est géré en grande partie par ses habitants. Donc, on rejoint aussi cette économie des communs dont on parle beaucoup actuellement, qui base sur ces principes-là. C'est que l'objet géré en commun appartient à ses membres et il est géré en commun par ses membres qui édictent les règles de gestion. Et c'est ça qui va permettre aussi d'aller jusqu'à la régulation du chauffage, vous allez le voir. Du coup, Équilibre, c'est venu, on a choisi ce nom justement parce qu'on était un groupe un peu de fous cherchant l'exemplarité et on a trouvé, il se trouve dans notre constitution fédérale, il y a cet article 73 de développement durable que vous connaissez tous, la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement et son utilisation par l'être humain. Donc on cherche l'équilibre de manière générale et la société à 2000 watts, c'est pas autre chose que ça, c'est si on divise l'énergie disponible par habitant sur Terre, on arrive à 2000 watts par habitant. C'est de là que viennent les 2000 watts et on essaye d'étendre ce principe à d'autres ressources, finalement aux limites planétaires. Aux 9 limites planétaires, c'est notre idéal, c'est un grand projet. Aujourd'hui, ça date déjà un peu, mais on utilise au niveau mondial à peu près 1,5 fois ou presque 2 fois les ressources disponibles planétaires, si on tout compris. Au niveau suisse, c'est encore beaucoup plus grave que ça, ou beaucoup plus défavorable. Si on devait vivre qu'avec les ressources dont on disposait sur notre territoire, il faudrait en gros diviser par 5 nos consommations. Alors nous, comme je l'ai dit, c'est un groupe d'amis qui se sont réunis. Là, on a commencé en 2000, 2005, on crée la coopérative et puis on postule pour un terrain, et ça c'est le premier terrain qu'on a obtenu, de 7000 m² pour 3 immeubles de taille identique, donc définis par un plan localisé de quartier. Ça, on n'a pas le choix ni de l'orientation, ni de la taille. On nous l'impose en tant que maître d'ouvrage. Souvent, on arrive après qu'il y ait un plan localisé de quartier, ce qui est le cas. On est sur un terrain, justement, où il y a 3 immeubles et nous, parmi nous, aucun professionnel de l'immobilier. Moi, je suis physicien de formation, j'avais travaillé avec des architectes notamment, j'avais travaillé dans le domaine de l'énergie, donc j'étais sensible à ces questions. Et puis, ayant travaillé avec des architectes, j'avais des architectes qui me conseillaient. Mais d'un autre côté, les 2 autres immeubles qui ont été construits, c'est des
eux, par contre, des vrais professionnels de l'immobilier. Ici, on a la société privée de gérance qui a créé sa coopérative pour postuler sur le terrain et qui nous a dit, au début, je me souviens très bien de ces réunions, ça va être difficile, c'est compliqué, un petit immeuble, laissez-nous faire, on va le construire pour vous. Et après, c'est ça qu'ils ont construit. On est content de ne pas les avoir écoutés, puisque nous, finalement, on a écouté nos amis architectes, entre guillemets, et puis on a choisi Stéphane Fuchs et le bureau ATBA pour construire notre premier immeuble. Donc, inauguré en 2011, 13 logements, Minergie-P Eco et l'IDC inférieur à 30 kWh par mètre carré ample. Et on me dit, mais là, je n'ai pas de source très fiable, mais j'entends que c'est encore l'IDC, ou en tout cas le bâtiment qui consomme le moins au niveau thermique, au niveau de l'eau, parce qu'il y a un assainissement, il y a des toilettes sèches, et au niveau de l'électricité aussi par habitant. L'immeuble après quelques années. Maintenant, si on se penche sur les consommations, donc on est ici. Le bleu, c'est la consommation pour l'eau chaude, et le blanc, c'est la consommation pour le bâtiment, compte tenu de l'électricité du double flux. Donc des fois on le compte, des fois on ne le compte pas. Mais en gros, il y a un double flux, on va en parler un petit peu. Aujourd'hui, les normes, j'ai vu, c'est 125 kWh par mètre carré, en dessus desquels il faut intervenir, mais ça vous connaissez mieux que moi, sur ces bâtiments. Alors on a eu la chance d'arriver sur un plan localisé de quartier où le bâtiment il était orienté sud ou sud-sud-est. Et du coup, on a imaginé des grandes pièces de vie au sud. On a travaillé avec l'architecte sur ces questions-là. Je me souviens, c'était pour moi une des phases du projet les plus intéressantes, c'est se mettre autour de la table avec un architecte. Ça, c'est vraiment une chance que j'ai pu vivre en tant que coopérateur et futur habitant, qu'on n'a pas normalement, en pouvant dessiner ensemble notre futur immeuble. Les salles sanitaires, les salles de bain au milieu et les chambres au nord. Je me pose beaucoup de questions aujourd'hui en se disant on pourrait même faire mais ça c'est à discuter avec les spécialistes, pour encore diminuer les consommations, c'est de faire 2 zones dans les immeubles, une qui est chauffée et isolée et une zone froide où on dort. Ça, c'est l'avenir. Le bâtiment, donc la chance de cette façade sud et des grandes baies vitrées côté sud. Donc on a le soleil en hiver qui va pénétrer et le soleil en été, on a de l'ombre. Donc c'est un bâtiment aussi qui est très confortable en été. Et puisqu'on a fait plusieurs choses, c'est-à-dire que puisque c'est aussi parce que c'est low-tech, c'est un double flux, c'est une régulation assez simple, c'est que les habitants, et puis moi j'avais travaillé dans le domaine de l'énergie, puis on avait aussi un ingénieur habitant, on s'est intéressé à la régulation du chauffage et on l'a prise en main. Et pour la petite histoire, pour l'anecdote, quand il a été installé, le chauffage est réglé par les thermiciens, on déclenchait, je crois, à 15 degrés. Quand il faisait moins de 15 degrés, on allumait le chauffage. Puis nous, on voyait, en tout cas au début de saison, beaucoup de surchauffe. On se disait, il n'y a pas besoin de chauffer. Donc on a voulu baisser, on a commencé à baisser. Donc elle était au nord, évidemment, au début, la sonde, puisqu'on la met toujours au nord, et on a voulu baisser. Et puis on arrivait à une alarme. On ne pouvait pas baisser en dessous de 10 degrés. Puis on ne comprenait pas. Et puis j'ai dû contacter l'entreprise et tout. Il dit, bah oui, il y a une alarme, il ne faut jamais baisser en dessous de 10 degrés. Puis on dit, nous, on veut. Alors il a dû venir changer le programme pour qu'on puisse baisser. On est descendu même jusqu'à 5 degrés. Au début, c'est moi qui réglais le chauffage. Maintenant, ça c'est un petit peu... on a un petit peu augmenté. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Mais bon, maintenant, elle est autour des 8 degrés. Donc ça fait qu'en fait, la moitié du temps des jours de chauffe, on ne chauffe pas par rapport à d'autres bâtiments. Et pourquoi on l'a mis au sud ? Simplement parce qu'on est bioclimatique. Et dès qu'il y a du soleil, en ayant mesuré, suivi les températures intérieures au cours de la journée, on voyait que dès qu'il y avait du soleil, il y avait surchauffe. Donc, j'ai dit, anticipons ça et mettons la sonde au sud. Dès qu'il y a du soleil, la sonde, elle éteint le chauffage et c'est bon. Et on n'a pas du tout regretté ça. Petite vue sur les plans. Donc ça, c'est un mur et ça, c'est une dalle. Donc c'est tout en bois, c'est une structure en bois qu'on voit ici. Là, ça, c'est un mur... porteur au milieu, mais les murs de façade sont les mêmes tout autour. On est pris dans du bois. On a au-dessus des dalles, donc on a le double flux qui circule, une isolation phonique, la laine de verre, et puis une chape béton avec le chauffage au sol. Des caissons avec 35 cm d'isolation. Après, il y a encore de l'isolant à l'extérieur et une façade minérale. Et puis encore les 10 cm de bois qui sont également isolants, donc on a des murs de 55 cm.
la régulation. Alors, une des choses justement qu'on s'est amusé à mesurer, à réguler, donc l'Université de Genève a fait des études sur ce bâtiment, c'est la température de sortie chaufferie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on règle, c'est quelque chose qu'on peut justement nous-mêmes régler sur le module de régulation. De nuit, on ne chauffe pas. Et on a changé aussi les heures. Ça, je ne les ai plus, mais on a vraiment décalé les heures de chauffage. Puis on voit que c'est très basse température. Donc même à moins 5, on est à 24 degrés sortie chauffage. Et ça, je sais que l'université était très surprise de à quel point on pouvait être en basse température. Ici aussi une anecdote, puisqu'on a mis des mesures des thermomètres à l'intérieur qui relevaient tous les quarts d'heure la température. Ça, c'est dans un salon. Et puis, c'est sur 3 semaines, 1 semaine, 2e semaine, 3e semaine. Et puis, on s'est rendu compte, tiens, ça baisse de 2 degrés. Et les gens étaient en vacances. Ce n'est pas parce qu'ils ont éteint le chauffage en partant en vacances, c'est juste parce qu'ils n'étaient pas là. Et du coup, on n'a plus l'apport thermique des personnes et de leurs instruments et de la cuisine. Il y a eu, ça c'est tiré d'un diplôme en 2013 de Damien Varezano. S'il y en a que ça intéresse, il y a beaucoup de détails là-dedans. Mais du coup, j'ai sorti ces extraits graphiques avec donc le QH, le chauffage. Ce que nous, notre résultat en raison du double flux. Donc le double flux permet d'économiser à peu près 10 kWh par mètre carré. Et puis, pour l'eau chaude sanitaire. Donc c'est ce qu'on avait vu avant, c'est que c'est l'eau chaude qui consomme la majorité de notre IDC. Ça, c'est le résultat de nos études sur l'empreinte écologique, donc tout compris, pas seulement le chauffage, c'est que pour une biocapacité, donc au niveau mondial, ce qui est disponible, c'est ici. Notre empreinte moyenne suisse, elle est, comme on l'avait vu, 3, 4, 5 fois plus élevée. Nous, on a réussi à diminuer du coup de moitié, mais on n'est pas encore au niveau où on devrait être, soit mondial, soit suisse. Et du coup, c'est vraiment une des questions qu'on se pose pour nos futurs projets. C'est que tout le monde nous dit c'est bien ce que vous faites, c'est inspirant et tout, mais et nous on se dit mais c'est pas encore du tout assez bien. Donc on doit encore aller chercher plus loin pour réduire justement notre empreinte. Et puis j'arrive, en fait j'ai mis 10 minutes, mais ça va très bien. Il y aura des questions. J'arrive aux conclusions. Donc nos autres bâtiments sont moins performants. Il y a plusieurs raisons à ça. On n'a jamais reproduit en tout cas le double flux. On a eu des problèmes avec les pompes à chaleur sur simple flux sur leur extrait. On n'a pas eu non plus cette configuration vraiment des bâtiments assez finalement qui sont avec des façades sud et des bâtiments traversants, qui je pense est vraiment une configuration idéale. Et puis aussi ce petit clin d'œil, c'est quand même on a aussi eu un groupe d'habitants qui étaient prêts à jouer le jeu et à tester, aller chercher le meilleur résultat dans le bâtiment dans lequel ils habitaient. J'ai eu la chance, donc j'y habite encore, de pouvoir participer à toutes ces expériences. Et le fait aussi que ce soit un petit bâtiment, qu'on ait pu participer, je pense que ça a permis d'obtenir ces résultats. Voilà, moi je vais m'arrêter là. J'espère qu'il y aura des questions. Merci. Merci. Ça marche ou pas? Merci beaucoup. Oui, alors donc au niveau du timing, on est plus que bon. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Hervé Bouchet pour la deuxième présentation de la soirée. Puis, si vous voulez vous asseoir en bas ici, où vous voulez. Merci. Je vais prendre. Merci. Bonsoir à tous. Vous m'entendez, oui? Donc, bonsoir à tous et merci au GPE de m'accueillir aussi. Alors nous, on est des propriétaires un peu plus classiques au sens où on n'a pas des coopérateurs, mais on a des locataires qui vivent dans nos logements. Et je vais tâcher de vous présenter un petit peu les actions qu'on peut mettre en œuvre
entre justement ces phases de conception et en passant un peu plus de temps à vous parler sur ce qu'on fait sur l'exploitation et notamment la phase 6 SIA qui a une transition relativement idéale entre ces deux phases. Alors, ça passe pas. Voilà, donc je vais rapidement vous présenter ce que sont les fondations immobilières de droit public et le SFIDP, donc le secrétariat. Je vous présenterai aussi quelques chiffres pour que vous ayez une idée un petit peu de l'ampleur, de l'envergure de notre parc immobilier. J'aborderai brièvement les deux grands aspects de notre stratégie énergétique pour amener ensuite sur les mesures qu'on met en œuvre pour la construction et la rénovation avec un projet concret et quelques exemples de mesures pour l'exploitation. Puis les questions se feront à la fin. Donc les fondations, on a 5 fondations qui sont figées dans la LGL, donc la loi générale sur le logement et la protection des locataires, la fondation Camille Martin, Emma Camacher, Jean Dutoit, Émile Dupont, ce sont toutes des fondations HBM. HBM, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les habitats bon marché, donc c'est pour les personnes avec les revenus les plus modestes qu'on peut avoir sur le canton. On a également la fondation René Quai de Bloch qui est regroupée au sein des FIDP, qui elle est dédiée aux personnes âgées. Le but de ces fondations, c'est la construction, l'acquisition, l'exploitation d'immeubles destinés aux personnes à revenus modestes. Et c'est là-dessus où il y a quelque chose d'important, c'est que vraiment nous, on les construit, puis on vit avec. Alors on ne vit pas dedans, comme les coopérateurs, malheureusement des fois, mais on vit avec et on doit répondre régulièrement aux demandes des locataires quand on a des soucis et aux demandes des différentes instances quand on ne respecte pas les IDC qu'on s'était engagé à respecter, par exemple. Le secrétariat des fondations, c'est le bras armé, donc le support opérationnel. On est placé sous l'autorité d'une commission administrative, quelque chose d'assez standard. C'est un peu le conseil administratif des fondations immobilières. On est 55 collaborateurs et on a différents services, et notamment techniques. On a un service qui est dédié au projet nouvelle construction, rénovation, donc il y a à peu près une dizaine de personnes avec des architectes. On a un service qui est dédié aux thématiques d'exploitation pour accompagner nos mandataires, notamment les régies, avec des techniciens. Et puis on a un service énergie et environnement, donc qui est dédié au soutien des fondations et également des deux autres services techniques qu'on a évoqués avant pour toutes les questions énergétiques et environnementales. Quelques chiffres au sujet de notre parc immobilier. Donc on a plus de 500 allées, c'est un chiffre qui est en constante évolution parce qu'on acquiert, on construit aussi des immeubles assez régulièrement. Donc plus de 500 allées, ça représente plus de 8000 logements, on va bientôt arriver autour des 9000 logements. C'est plus de 740 000 m² chauffés, donc c'est la plus grosse surface pour un établissement public autonome au niveau du canton de Genève, et c'est du logement à 95%. Il y a à peu près 170 chaufferies et sous-stations. Quelques chiffres aussi pour 2024-2025, donc la période en cours. On a 37 projets de rénovation qui sont aujourd'hui menés sur nos immeubles, 10 projets pour les nouvelles constructions qui sont à différents stades de développement, et c'est à peu près 1300 nouveaux logements en projet ou en cours de construction. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça évolue régulièrement. Un chiffre que je trouve assez intéressant, alors malheureusement, je n'ai pas le 2024 encore, il n'est pas finalisé, mais l'IDC moyen de notre parc était de 387 mégajoules. Alors, je ne suis pas encore passé au kilowattheure, moi je reste un adepte des mégajoules, mais 387 mégajoules par mètre carré. Donc, vis-à-vis de notre stratégie, c'est assez simple, à vrai dire. C'est une volonté d'exemplarité plus qu'un devoir par la loi. Vous allez le voir après avec des exemples concrets, mais il y a vraiment une volonté au sein des fondations, au sein de nos membres, de faire mieux, d'essayer d'aller plus loin que ce qu'on nous impose et avant qu'on nous l'impose. Donc c'est construire et rénover de manière exemplaire, c'est assez simple, mais c'est en même temps assez complexe à mettre en œuvre, et exploiter les immeubles de manière la plus efficace possible. Et je vais vous montrer concrètement quelles mesures on met en œuvre pour arriver à ces objectifs-là. Donc au niveau de la construction et de la rénovation, quelques grandes mesures, la priorisation énergétique ambitieuse qu'on a établie il y a déjà 3 ans maintenant, qui fixe la fin des énergies fossiles au sein de notre parc immobilier d'ici 2033. Donc on a prévu ça en plusieurs phases, bien sûr. On s'est concentré d'abord sur les immeubles avec l'IDC le plus mauvais et le vecteur énergétique le plus carboné, à savoir le mazout, avec un horizon 5 ans, puis on a un horizon 10 ans pour tous les autres immeubles qui utilisent encore du gaz notamment. On a aussi, depuis plusieurs années,
un document qu'on appelle tous à l'interne notre Bible, qui sont les directives HBM et qui permettent en fait de fixer les objectifs des différents projets. Ça nous permet aussi d'avoir une communication qui est uniforme vis-à-vis de tous nos mandataires, parce qu'on avance toujours à développer des solutions, vous le verrez, on avance toujours avec des nouvelles mesures pour tenter de faire mieux, essayer de résoudre des problèmes qu'on voit quand on construit. Mais au final, c'est pas évident de communiquer, on a plein de chefs de projet, on travaille avec plein de mandataires différents, et l'idée c'était vraiment de centraliser toutes ces informations, d'avoir le maximum de données possible. C'est des choses qu'on communique à l'externe aussi, à d'autres propriétaires, et on regroupe vraiment toutes nos informations. Quelques-uns des grands thèmes en lien avec l'énergie, c'est notamment notre objectif THPE de 1000 watts, qui était fixé dans nos directives avant que ça devienne une obligation. C'est aujourd'hui une obligation légale pour nous. Pour les nouvelles constructions, c'est du THPE rénovation dès qu'on le peut pour la rénovation. On a exclu le recours aux énergies fossiles dans les nouvelles constructions, mais dès 2019. Donc on n'a pas attendu que ça soit une obligation légale non plus. On s'est lancé dans les RCP dès que la loi nous a permis de le faire, à savoir 2018, la loi a changé. Dès 2019, on avait le premier immeuble en RCP sur Genève. On a des directives pour les contrats d'entretien, et ces documents-là sont en perpétuelle évolution, notamment avec les 2 derniers éléments que je mentionne ici, c'est-à-dire l'élaboration d'un cahier des charges et la généralisation de la phase 6 pour tous les projets dès 2023. Donc c'est quelque chose qui n'était pas encore intégré, mais qui sera intégré dans nos directives. Donc sur la même idée que ce que je vous expliquais précédemment, en fait, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, on voit qu'il y a une lacune entre le moment où on construit et le moment où on commence à exploiter l'immeuble. On voit qu'on a des données qui sont manquantes, on voit qu'on a des performances, je ne vais pas parler du performance gap, mais c'est concret, on a des performances qui sont éloignées, on a l'OCEN qui nous tombe dessus, entre guillemets, pour nous dire, mais vous n'êtes pas dans les objectifs que vous aviez déposés, pour quelles raisons? Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et la phase 6 était toute prévue pour ça, à vrai dire. Cependant, dans la SIA, c'est qu'il n'y a pas de prestation ordinaire pour la phase 6. Donc on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire en travaillant avec une 50aine de mandataires différents pour avoir quelque chose d'uniforme, avoir un rendu qui soit commun à tous et qui surtout respecte ce qu'on attendait de cette différente phase. Donc on a travaillé avec un des mandataires, un ingénieur, qui nous a aidés à élaborer justement ce cahier des charges qui est aujourd'hui largement diffusé auprès de nos mandataires pour pouvoir avoir un canevas conforme. Et je reviendrai plus en détail sur le projet juste après, sur cette phase 6. Et puis, dernière grande mesure, c'est la mise en place d'un outil de gestion patrimoniale prévisionnelle pour l'ensemble de notre parc. L'idée, c'est en fait, on a beaucoup de connaissances au sein des différentes personnes qui travaillent chez nous, mais on n'a pas quelque chose d'exhaustif, une base de données centralisée qui nous permet de dire, OK, chaque immeuble, si je veux savoir comment il est, dans quel état il est, et pas uniquement énergétique, où est-ce que je regarde? Ça nous manquait, donc on avait vraiment besoin de ça. Et puis on avait aussi besoin de voir comment allait évoluer notre parc. On a notre stratégie énergétique, on fait le mieux, en tout cas on essaye de toujours faire le mieux possible en termes de calendrier, d'aller le plus vite possible pour les rénovations, de les lancer le plus tôt possible, d'être le plus performant quand on rénove. Mais est-ce que ça va suffire pour répondre aux objectifs de la Confédération, aux objectifs du canton, aux limites des ressources de la planète? Et ça, on avait besoin d'un outil qui nous permette en fait de conjuguer ces 2 problématiques, et c'est ce dont on va se doter cette année. On est en train, à vrai dire. Donc un exemple concret de rénovation, je vais vous parler de l'immeuble Servette 37. Donc c'est un immeuble qui date du 19e siècle, qui était initialement une villa. Donc c'était un petit immeuble rue de la Servette, qui était pas l'image qu'on voit là, hein. Il a été surélevé et élargi, sauf erreur, en 1896, donc il y a déjà fort longtemps, avec 12 logements et une arcade, mais comme on peut le voir, c'est un immeuble qui était relativement vétuste. Chaufferie mazout, un IDC supérieur à 600 mégajoules avant qu'on intervienne, donc vraiment un bon cas d'école pour un projet de rénovation. Donc, la fondation propriétaire, qui est la fondation Jean Dutoit, s'était déjà penchée dessus en 2010 et avait réfléchi à un premier projet. Donc, vu l'état de l'immeuble, elle s'était orientée vers une démolition-reconstruction en 2010. Il s'avère que ce projet n'a pas été autorisé pour des raisons patrimoniales. Et suite à diverses réflexions, travail sur le projet, il a été décidé de relancer un concours en 2017 pour un projet de rénovation et de surélévation. Donc, l'objectif de ce projet, c'était THPE rénovation. Cependant, les contraintes patrimoniales nous ont amenés à isoler par l'intérieur
Et malheureusement, avec les ponts thermiques, je ne vais pas vous l'apprendre, mais on n'a pas réussi à respecter le standard THPE rénovation, étant donné qu'en plus, on l'a fait évoluer vers le standard 2020. Donc en 2019, fin 2019, on a eu l'évolution du cadre réglementaire sur les HPE, THPE. On a essayé tout de suite, sur tous les autres projets d'ailleurs, d'adapter, et on s'est retrouvé confronté aux contraintes patrimoniales sur cet immeuble. Donc on a quand même réussi à viser et à atteindre le label HPE rénovation pour l'existant et le neuf pour la surélévation, selon les standards qui sont encore en vigueur actuellement. C'est un projet qui est relativement exemplaire pour plusieurs points, notamment aussi du réemploi. Donc, en lien avec la contrainte patrimoniale, on a réemployé les menuiseries, des portes intérieures, des parquets, des armoires. Et vous pourrez le voir, alors je n'ai pas beaucoup de photos, j'aurais bien aimé vous en montrer beaucoup plus, mais c'est un immeuble qui est avec une rénovation qui est très qualitative sur ce qui a été fait. On est dans du logement HBM, il n'empêche on fait quand même des immeubles qualitatifs et performants. Au niveau du production de chaleur, c'est aussi une petite anecdote, production 100% renouvelable avec une pompe à chaleur, forage géothermique, on a des 4 sondes à 300 mètres dans le terrain juste derrière. C'est les dernières que vous verrez dans ce secteur puisque la carte a évolué et on a d'ailleurs été confronté avec le GESDEC on a failli arrêter les pompes à chaleur, en tout cas sur ce site, mais la carte a évolué et on s'est retrouvé dans une zone d'interdiction de forage. Heureusement, le projet avait été déposé à temps et on a pu continuer et forer nos 4 forages pour avoir notre production de chaleur. Je ne l'ai pas mentionné sur la présentation, mais on a aussi prévu de fonctionner avec un géocooling. Donc on a des planchers chauffants et rafraîchissants et on fait du géocooling l'été sur cet immeuble grâce aux sondes. On a une ventilation simple flux, donc on n'est pas en double flux pour le coup, c'était plus simple en rénovation. Donc on est en simple flux hydro-réglable, donc on n'a pas de récupération de chaleur avec une pompe à chaleur sur la ventilation. Et on a un double flux pour l'arcade, qui en plus est un restaurant, avec toutes les contraintes d'exploitation. Je ne sais pas si ça parle à certains, l'exploitation d'un restaurant, mais toutes les contraintes d'exploitation qu'on a liées à un restaurant, c'est-à-dire récupération de graisse, tous les systèmes qu'il a fallu caser dans ce petit immeuble qu'on rénovait. Installation photovoltaïque, c'est assez simple. On a 14 kW posés sur la toiture. On a quelques petites images en bas. L'IDC admissible du projet, 286 MJ par mètre carré. Et les travaux achevés fin 2023. La phase 6, justement. Donc, comme vous l'avez vu avant, je vous ai expliqué qu'on a généralisé dès 2023 la phase 6 sur tous nos immeubles. Et le projet Servette 37, ça a été le premier à se prêter au jeu, ou à l'exercice plutôt, de cette phase. Donc je l'ai mis en haut pour ceux à qui ça parle peut-être un peu moins. Elle intervient donc tout de suite après la phase en fait, d'achèvement. Donc à ce moment-là, on lance la phase 6 et nous on a tenu à la lancer. Donc on a fait le plus vite possible, on l'a lancé qu'en avril 2024 alors qu'on a terminé l'immeuble en décembre. Mais on l'a lancé dans la foulée. Et là où on a tenu à mettre autour de la table en fait tous les acteurs de cette construction et également qu'on aurait à suivre justement dans la phase d'exploitation. Donc on a convié la régie, les mandataires, il y a le concierge, on a bien sûr l'ingénieur, donc le mandat de phase 6, SIA, le responsable de cette phase 6, c'est l'ingénieur CV du projet. On s'est longtemps posé la question quand on a travaillé sur le cahier des charges, à savoir est-ce qu'on déléguait cette prestation, est-ce qu'on prenait un externe pour avoir un regard neuf sur le projet, ou est-ce qu'on travaillait avec le mandataire du projet. Puis on a finalement opté pour partir avec le mandataire du projet de manière systématique, sauf quand certains ne le font pas, hein, pas tous les ingénieurs aujourd'hui proposent cette prestation. Mais on a finalement décidé de partir avec l'ingénieur du projet pour qu'il ait une maîtrise globale du début à la fin de son immeuble, et puis aussi, je pense, et on en discutera peut-être après, mais ça lui permet aussi de revoir ses concepts et de faire attention sur les points positifs et les points négatifs de ce qu'il peut nous proposer en tant que maître d'ouvrage. Donc on a travaillé à la mise en place du comptage et de la récupération de données dès la phase de travaux. On a mis à disposition, alors ça je reviendrai aussi après dessus, une plateforme unique. On essaie de simplifier au maximum vu qu'il y a quand même passablement d'acteurs, hein, comme je vous l'ai dit, la régie, le chauffagiste, le ventiliste. On a essayé de mettre en place une plateforme unique pour que tous les échanges d'informations, la communication et également le suivi énergétique soient rassemblés au même endroit. Il se trouve que ça fonctionne bien puisque c'est aussi la plateforme qu'on utilise pour notre suivi énergétique sur tout notre parc immobilier. Donc je vous le montrerai aussi après. Et voilà, comme je le disais, donc implication de tous les acteurs dans la démarche. Et ça, c'est vraiment, je reviendrai encore après dessus, après le bilan, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on va le voir,
c'est la première qu'on lance chez nous, on en a d'autres depuis qu'on suit, mais on est vraiment dépendant de la communication entre les différents acteurs. Donc c'est vraiment important que tous soient impliqués et régulièrement sollicités ou tenus informés de ce qui se passe au niveau de cette phase. Un petit exemple qu'on a mis, mais pour vous dire qu'on a réfléchi quand même à passablement de choses, on a aussi proposé un système de gestion de plaintes, parce que régulièrement on a des plaintes des locataires, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, j'ai pas d'eau chaude ou autre, et pour que l'ingénieur ne soit pas exclu, puisque aujourd'hui les régies, les entreprises ont leur façon de travailler, la régie reçoit la plainte, elle mandate l'entreprise intervient, et puis c'est fini, on n'a plus de problème. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On a rarement de retour sur quel était vraiment le problème, qu'est-ce qui a été mis en œuvre, et quel est l'effet sur la consommation. Donc on a essayé justement de mettre en place un moyen de communiquer dans lequel tout le monde reste informé de ce qui s'est passé, et vers lequel on peut, dans l'idée de s'améliorer en fait. Là, je vous montre un petit peu ce qui a été mis en place au niveau des comptages. Donc, on est allé au-delà de ce qu'on aurait simplement mis en place pour notre suivi énergétique. On a vraiment essayé de monitorer tous les flux énergétiques qu'on pouvait avoir sur cet immeuble. Donc là, vous avez la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire. Petite surprise, si jamais, avec les compteurs, ça c'est un petit retour d'expérience avec les compteurs qui comptent du chaud et du froid. Pas tout le monde maîtrise ces compteurs, nous non plus, on ne les maîtrisait pas forcément, donc il y a plusieurs données à relever, on s'en est rendu compte un peu tard. Ensuite, toutes ces données donc, sont poussées vers Energo, là je vous le montre. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cet outil, Energo Tools, donc une plateforme de suivi énergétique, mais dans lequel vous retrouvez différents onglets, dont notamment le module qui est journal d'intervention, qui nous sert justement de plateforme de communication entre les régies et nos mandataires et les entreprises. Là, on retrouve aussi toute la topologie d'instrumentation qui a été mise en place pour l'eau, puisqu'on relève aussi tout ce qui est eau sur le site, et également pour l'électricité. Sur l'électricité, on a cherché à optimiser au maximum, bien qu'on n'ait que 14 kW, on a cherché à optimiser au maximum la consommation, enfin l'autoconsommation de notre production photovoltaïque. Donc on a tout ramené sur un seul compteur des communs. Cependant, on alimente une pompe à chaleur, l'éclairage des communs, un ascenseur, une résistance électrique pour les appots antilégionnels. Donc il a fallu tout sous-compter et récupérer les données de tous ces différents compteurs. Là, pareil, on s'est heurté à passablement de soucis au niveau de la reprise des compteurs SIG. C'est pas aussi simple que ça peut sembler. Il a fallu changer le compteur, il communiquait pas bien, il y avait des défauts de paramétrage, on a dû intervenir passablement. Aujourd'hui, tout fonctionne. Si je viens donc on arrive aujourd'hui on est arrivé au mois d'avril à la fin de cette première année d'exploitation. On peut sortir plusieurs éléments importants qui ont été mis en évidence grâce à cette phase. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les comptages partiellement défectueux. On a mis passablement de temps et il y a encore certains points qui restent à améliorer aujourd'hui au niveau des compteurs. Ne serait-ce que envoyer aller récupérer la bonne donnée au niveau du compteur et puis qu'elle soit correctement transmise sans perte d'information ou sans modification. On a remarqué, enfin pas nous, notre ingénieur qui fait ce suivi avec efficacité, je l'en remercie. Sonde d'ambiance qui était mal positionnée, qui servait à donner un retour à la régulation, qui était positionnée dans un local qui n'est pas exploité, donc on n'avait pas des retours pertinents, c'était pas dans un logement, donc pour mesurer la température dans un logement, c'est pas évident, quand on n'est pas dans un logement. On avait un fonctionnement de la pompe à chaleur qui avait été paramétré fixe. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on a du géocooling, on a une production d'eau chaude sanitaire, donc on n'a pas une seule température de fonctionnement de la PAC, mais c'était programmé comme ça. Un autre point qui était aussi surprenant et qui a eu un effet relativement conséquent sur nos consommations d'eau chaude sanitaire, c'était une 23 voies qui permettait de sélectionner entre l'eau chaude et le chauffage pour la pompe à chaleur, qui était défectueuse, qui laissait passer une partie d'énergie. Et encore, un dernier point, en tout cas jusqu'à maintenant, je pense qu'on en retrouvera encore d'autres au cours de l'année qui arrive, mais un pic antilégionnel qui était mal paramétré. On montait trop haut en température et ce n'était pas un moment idéal dans la journée. Et je vous ai juste mis là, alors on pourrait en parler pendant un moment, mais je vous ai juste mis là un exemple entre, là on était en octobre 2024 et là on est en avril de cette année 2025. On voit la différence, donc c'est à guère de choses près la même échelle. On monte à 120 kWh en pic de puissance journalier pour la production d'eau chaude, en consommation journalière pour la consommation d'eau chaude. Ce que vous voyez en rose, c'est les pics antilégionnels.
Et puis une fois qu'on est intervenu, enfin grâce à l'ingénieur et au chauffagiste, toutes les parties prenantes, qu'on est intervenu, on a réussi à réduire la consommation sans changer quoi que ce soit aux besoins de l'immeuble. Juste au niveau de la consommation d'énergie. Donc comme quoi, si on ne s'était pas aperçu de ça et qu'on avait laissé ça durer des années, on aurait pu avoir des consommations nettement plus élevées que ce qui était envisagé initialement. Le premier IDC provisoire, alors on n'a pas terminé de le calculer, enfin l'IDC 2024, donc il est provisoire, pardon, qui est basé sur une extrapolation des données de l'hiver 2024-2025, mais on est pour l'instant en dessous de ce qui était initialement prévu. Alors il y a des chances qui montent avec l'année complète, mais en tout cas on a quand même un peu de marge sur ce qui était prévu initialement. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est, j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais on a des logements HBM, on a une contrainte un peu différente des autres logements locatifs, dans le sens où on a une exploitation qui est légalement plus importante au niveau des logements. La SIA, je vais peut-être vous dire une bêtise pour vous qui êtes très habitués aux normes, mais on a peut-être 2,5 personnes pour un logement de 4 pièces. Chez nous, aux fondations, on peut aller jusqu'à 4 personnes pour un logement de 4 pièces. Donc si sur le chauffage, on ne va pas vraiment voir de différence, au niveau de l'eau chaude, on voit une nette différence. Et toutes les consommations théoriques qu'on utilise dans la SIA pour dimensionner nos installations, ça ne marche jamais. Donc c'est vraiment un point crucial chez nous, c'est l'eau chaude sanitaire, et c'est un point sur lequel on est très attentif, et quand on voit des effets comme ça, on est très content qu'avec l'exploitation, justement, la consommation importante des gens, on arrive à réduire drastiquement nos consommations sans, pour l'instant, être intervenu auprès des locataires. Voilà, donc je le rappelle, parce que certains points mettent du temps, certains ne sont pas encore tout à fait résolus, notamment sur certaines erreurs de comptage. Donc l'importance, vraiment, cette phase 6, enfin, pour ma part, et je pense pour au sein des fondations, on aura tous le même avis, elle est vraiment idéale, c'est un outil de transition idéal entre la construction et l'exploitation, ou la rénovation et l'exploitation, mais c'est vraiment important d'avoir une très bonne communication entre les différentes parties prenantes que vous pouvez avoir autour de la table sur cette phase, et de garder cette communication tout au long de cette phase. Nous, si jamais on l'a prévu sur 2 ans, on se réserve la possibilité de la faire durer plus, mais de base, elle est prévue sur 2 ans. Donc voilà, la transition avec l'exploitation du parc, quelques autres mesures donc on peut mettre en œuvre justement pour essayer de réduire nos consommations et de suivre nos immeubles pour éviter qu'ils dérivent. Une des mesures importantes, c'est l'acquisition de l'outil Energo, donc il y a déjà quelques années maintenant, en 2008, sur lequel on avait un suivi annuel. Alors ça ne nous servait très honnêtement pas à grand-chose, si ce n'est d'avoir des chiffres annuels, de voir où est-ce qu'on en était vis-à-vis de nos agents énergétiques et de nos consommations. Par contre, dès 2020, on a mis en place un relevé hebdomadaire par nos concierges. Donc dans tous nos immeubles, nos concierges viennent relever de manière chaque semaine les consommations. Elles sont ensuite poussées automatiquement dans notre outil et on a des personnes derrière qui suivent régulièrement le comportement des immeubles pour éviter toutes sortes de dérives. On en voit sur tous les aspects énergétiques. On en voit au niveau de l'électricité avec le détecteur des communs ou le détecteur des extérieurs qui est défectueux et qui est tombé en panne. On voit tout de suite que la consommation, en 2-3 semaines, on a vu que la consommation elle avait augmenté. On a envoyé l'électricien, il est intervenu, il a changé le détecteur, c'est fini, c'est revenu à la normale. On a des locataires qui, quand en période de canicule, ont rempli des piscines d'eau. Ça, c'est un détail, mais on le voit tout de suite. Au bout de 2 semaines, on a remarqué que le compteur des communs d'eau avait augmenté. Après une investigation auprès de la concierge, de la régie ou d'une entreprise, on a mis le doigt sur la problématique. Et ça, c'est valable pour toutes sortes de problématiques qu'on peut rencontrer. Donc voilà, c'est vraiment très important. Et je suis convaincu que ça a un effet très positif sur la performance énergétique de notre parc immobilier. Un autre point que vous connaissez aussi sûrement tous, mais que je pense pertinent de rappeler, en tout cas c'est une mesure forte qu'on met en œuvre au sein de notre parc immobilier depuis longtemps, c'est les contrats d'optimisation énergétique. Juste pour la petite histoire, les fondations étaient pionnières dans ce programme, même avant les SIG d'ailleurs. On avait travaillé avec Chaufferie Efficiente, partenariat, et on a obtenu en même temps que SIG et Energo le Watt d'or pour cette prestation-là. Les premiers contrats ont été lancés en 2014. On a aujourd'hui 90 contrats en cours. C'est en fait la totalité des immeubles qui sont éligibles à ce programme, qui sont soit pas en rénovation ou en démolition proche ou autre, mais tous les immeubles qui sont éligibles sont dans le cadre du programme sous optimisation. Juste pour l'année 2024, sachant que certains sont rentrés
récemment, hein, après des phases de rénovation ou autre, c'est 8 gigas d'économie, juste en une année. Donc, certes, on a un parc conséquent, mais on voit que les économies qui sont générées juste par des optimisations sont relativement importantes. Et si on regarde maintenant dans le rétro depuis 2014, donc depuis un peu plus de 10 ans maintenant, on a plus de 42 gigawattheures économisés au niveau de l'énergie, de la chaleur, 3,5 millions de francs économisés dans les coûts d'exploitation, dont 2,5 millions qui sont directement répercutés sur les locataires. Donc c'est des baisses de charges directement pour les locataires. Donc je ne peux que encourager d'autres propriétaires à participer. L'évolution du cadre légal a fait que, contraints ou forcés, beaucoup de gens sont venus dans la démarche. C'est vrai qu'au début on était un peu seuls. Il y avait peu de monde, maintenant il y a beaucoup de monde. Et on ne peut que s'en réjouir, en tout cas à l'échelle du canton. D'autres petites mesures qu'on met en place, mais au niveau de l'exploitation, mais qui ont tout leur effet. L'utilisation systématique des programmes ECO21, qui permet notamment une approche efficace et qui limite relativement les coûts par rapport à certaines subventions. Un autre élément que je pense, même si c'est difficile à quantifier, a un effet relativement important, c'est la gestion des plaintes locataires. On a formé nos techniciens à comment intervenir vis-à-vis d'une plainte de locataire. J'ai chaud, enfin c'est plutôt j'ai froid en vrai. J'ai froid dans mon logement, qu'est-ce que je fais ? La réponse habituelle, c'était on envoie le chauffagiste, il va remonter la courbe de chauffe, vous le savez tous, et derrière, les 3/4 des gens ouvrent les fenêtres parce qu'eux surchauffent, et on perd de l'énergie et notre immeuble surconsomme. Donc nous, on a formé nos techniciens justement pour qu'ils puissent aussi accompagner les régies, et voilà, sur comment est-ce qu'on intervient, d'où vient le problème, est-ce que c'est localisé, est-ce que c'est situé dans d'autres appartements, est-ce que c'est un problème de radiateur, est-ce que c'est un problème de personne, est-ce que c'est la configuration du logement, enfin, toutes les mesures que vous pouvez imaginer. Dernier point, ça c'est quelque chose d'assez classique pour un propriétaire, mais c'est de revoir régulièrement, au moins annuellement, on le fait à l'interne un peu plus souvent et une fois par an avec les fondations, mais de suivre en fait nos immeubles pour voir où est-ce qu'ils en sont de manière plus globale au niveau de leur performance énergétique. Et voilà, je termine avec ça, mais c'est une stratégie qui est relativement payante puisqu'on a réussi à réduire d'un quart en 10 ans et en réalité en moins de 10 ans puisque les gros effets sont arrivés plutôt autour de, à partir de 2015, enfin 2016, 2017, on a réussi à réduire d'un quart la consommation énergétique de notre parc. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Restez seulement, pas nous abandonner. Je vous remercie pour ces deux présentations avec effectivement des types de propriétaires ou de maîtres d'ouvrage quand même relativement différents entre une coopérative qui s'autogère, si j'ai bien compris au niveau de ce suivi énergétique, et puis les FIDP qui, elles, gèrent un parc avec un système de reporting, des mandataires attitrés, etc., etc. Donc voilà, on est arrivé à l'heure des questions et de la discussion. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui veut se lancer ? Deux. Il y a monsieur Franck. Oui, j'ai la voix qui porte. Normalement, je n'ai pas besoin de micro. Mais... One, two. Voilà, Michael Ferreira, Bureau Énergie Score. J'avais juste une question pour vous, Monsieur Boucher. En phase 6, quel est le pourcentage d'économie moyen que vous avez depuis que vous avez mis ça en place ? Alors, je ne peux pas encore vous le dire, puisque comme je vous l'ai présenté, ça c'est le bilan de la première année du premier projet phase 6. Donc, je ne peux pas vous donner de chiffres encore. Je ne peux pas vous donner de chiffres. Et on en reparlera dans 6 mois. Ouais, avec grand plaisir. Ouais. Et vous avez parlé que du coup, vous avez réfléchi en interne par rapport au fait de prendre ou non le même prestataire, le même mandataire. Forcément, je suis obligé de vous poser la question. Vous n'avez pas peur qu'il soit jugé parti finalement ? C'est une possibilité. On va le voir. Moi, je trouve qu'il y a, en tout cas d'expérience, pour ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, je trouve qu'il y a un vrai regard critique de la part des mandataires sur leur travail. Donc,
J'imagine que ça dépendra peut-être des mandataires, mais pour l'instant, c'est plutôt positif. Et on a plusieurs cas où on a au final, donc ça c'est ce projet, le projet que je vous ai présenté là, le mandataire ayant fait le projet et le mandataire ayant réalisé la phase 6. On a d'autres projets où c'est pas le cas, puisque comme je vous l'ai dit, certains des mandataires qu'on avait à l'époque des projets et des phases 3, 4, 5 ne réalisaient pas la phase 6, donc on a pris d'autres mandataires. Et on pourra faire le bilan et voir si on a mis plus le doigt sur certains problèmes quand c'est pas le bon mandataire ou quand c'est le même. Merci. De rien. Il y avait une question du côté de Franck Chiguet. Oui, donc exact. Également pour M. Bouchet. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais aussi une question au niveau de... On parle souvent que, en fait, la plupart des mandants ont de la peine à commander une phase 6 pour différentes raisons, mais on sait qu'en théorie, c'est une phase qui est extrêmement rentable parce que pour un coût qui est raisonnablement autour d'une dizaine de milliers de francs, ça dépend, plusieurs dizaines de milliers de francs, mais en tout cas on est à peu près dans cette échelle-là, on arrive à faire des économies qui peuvent être conséquentes. Est-ce que vous avez déjà un retour de rentabilité ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt sur ce premier objet ? Alors ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement c'est un petit peu trop tôt pour avoir un chiffre sur l'économie qui a été générée grâce à cette phase. On devrait l'avoir d'ici quelques mois. Par contre, c'est clair que la part d'investissement consenti par le propriétaire, la FJD en l'occurrence, par rapport à la rénovation, c'est ridicule. On parle d'une vingtaine de milliers de francs. Je ne parle pas des compteurs qu'on aurait de toute façon posés pour suivre les performances de notre immeuble, mais c'est une vingtaine de milliers de francs sur un projet qui est de l'ordre de 10 millions. Donc, tout ce qui sera économisé là sera forcément rentabilisé. Je trouvais très intéressant, si vous êtes réinvité à une prochaine conférence, quand vous aurez les chiffres, de communiquer sur l'importance et l'impact aussi économique, parce que certains maîtres d'ouvrage comme vous sont vraiment impliqués sur l'impact énergétique. Mais au final, je pense que la partie économique peut en convaincre d'autres de suivre le même chemin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur Bouchet aussi, encore une fois. Votre projet Servette 37 est absolument remarquable. Moi, je l'ai connu au stade de la CMNS quand on surveillait ça. Simplement, sur un projet comme ça, où vous avez fait presque de la haute couture, architecturale et rénovation et autres, est-ce qu'il y a quand même